Suez, Le Point et le cabinet d'audit et de conseil Mazars. Monsieur Attali, la France est en crise. Je ne parle pas de son économie, mais de la crise des intellectuels qu'elle connaît. En ce nouveau millénaire, l'intellectuel est en voie de disparition. Sa figure s'estompe, s'effiloche, détruite par les controverses qui touchent son statut dans la société. Autrefois, l'intellectuel possédait un droit d'ingérence dans les grands débats et sortait de sa sphère de compétences pour s'exprimer. Son identité est aujourd'hui bafouée par une question centrale, celle de sa pertinence. En raison de la généralisation du pragmatisme, ceux qui dictent les règles sont les experts. Mais, nous le savons bien, chaque règle a son exception, et de celle que je viens d'énoncer, Monsieur Attali, vous êtes l'incarnation. Intellectuel d'avant-garde, c'est à vous que le gouvernement confie l'étude titanesque de la libération de la croissance française. Vous vous exprimez avec succès, aussi bien dans les sphères politiques et économiques que dans la sphère philosophique. Cela doit cacher un secret. Et c'est ce que nous allons chercher à découvrir au cours de cette présentation. J'ai un chiffre en tête. 300. C'est le nombre de vos recommandations pour sauver la France de la crise économique. C'est également le nombre de soldats spartiates tombés lors de la bataille des Thermopyles, car j'ose la comparaison entre Jacques Attali et ses héros grecs. Né en 1943 à Alger, c'est en 1955 que vous posez le pied en France. Très jeune déjà, vous êtes un marathonien de l'excellence. Pour vous échauffer, enfermé dans votre chambre, vous préparez le concours de Polytechnique. On dit qu'il vous a fallu 2 heures pour répondre à un examen de 14 questions conçu pour en durer 5. Vous arrivez naturellement major du concours. Dans la foulée, vous passez votre doctorat d'économie et, animé par une soif de connaissances impressionnante, vous enchaînez l'école des mines, Sciences Po et parachevez votre formation à l'ENA, d'où vous sortez 3e. On ne peut pas tout avoir. Ces diplômes, qui font rêver plus d'un essai ici présent, faisaient rougir de jalousie vos camarades. Vous leur donniez même le coup de grâce en vous éloignant des stéréotypes du frêle premier de classe. On dit que c'est accompagné de la Miss France de l'époque que vous rencontrez François Mitterrand dans la discothèque La Tour Mandarine en 1966. Le coup de foudre politique a lieu et en naîtra alors une étroite collaboration. Vous êtes un véritable marathonien au bureau que d'ailleurs vous ne quittez plus. Je n'ai pas besoin d'ordinateur, j'ai Jacques Attali, a dit François Mitterrand. Travailleur de l'ombre fait pour la lumière, vous décidez de le quitter au bout de 20 ans. De cette idylle reste une biographie et 3 opus nommés Verbatim. Car oui, vous êtes homme de lettres. Vos livres, écrits par dizaines, 49 si je ne me trompe pas, connaissent de francs succès. Les muses vous inspirent. Vous êtes également chef d'orchestre. Doté de plusieurs cordes à votre arc, vous n'êtes pas uniquement un homme de réflexion et de culture. Vous êtes un homme de pouvoir, d'action et d'influence. Ainsi, lorsque vous quittez Mitterrand, c'est pour présider la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Inspiré par Hermès, le dieu du commerce, vous créez un cabinet de conseil en stratégie et Planète Finance, une société multinationale de microcrédit, pour promouvoir un commerce éthique. De l'Angola au Bangladesh, vous êtes présent dans toutes les affaires. Enfin, à la pointe de l'innovation, vous présidez le programme européen Eureka, d'où naîtra la technologie MP3. Rien n'échappe à l'hyperactif que vous êtes. C'est un éclectisme fin qui vous inspire. Mais comment comprendre les nombreux visages de Jacques Attali? Lui-même te donne la réponse. Je cite. « Je crois assez volontiers à la réincarnation, mais je ne suis pas tout à fait convaincu que j'aurai 7 vies successives. Donc, j'essaie d'avoir 7 vies simultanées, et pleine et entière, absolument pleine. Nous comprenons maintenant
que Jacques Attali, ce boulimique de travail et de réflexion, a un ennemi redoutable, le temps. Ce collectionneur de sabliers en fait d'ailleurs toute une histoire. De cette peur que le temps ne suffise pas, il tire son secret et démontre que la seule véritable lutte contre la mort est la création, l'activisme de création. Mais, monsieur Attali, gare à celui qui trouve le réflectif, succombe en épectase tel Attila une nuit d'été. Pour revenir aux Thermopyles, si face à l'armée gigantesque de l'envahisseur perse, la résistance des 300 Spartiates est héroïque mais désespérée, le brio unique de Jacques Attali, lui, est culotté et inespéré. Nous comprenons dès lors que vous êtes une cible privilégiée par les critiques. Terminons par une référence à votre dernier livre, La crise et après. Jacques a dit « Il faut que le métier de banquier redevienne modeste et ennuyeux, ce qui ne l'aurait jamais dû cesser d'être. » À vous l'entendre. Cette citation me permet de laisser désormais la place au débat. Monsieur Attali, encore bienvenue au Mardi de l'ESSEC. Encore bienvenue au Mardi de l'ESSEC. Vous avez bien évidemment un droit de réponse à la présentation qu'Alexandre vient de faire de vous. Deux remarques. Je ne suis pas venu en France. Je suis venu à Paris parce que je suis né en France. Parce que l'Algérie, à l'époque, c'était la France. Deuxièmement, Planète Finance n'est pas une société de microcrédit et de commerce éthique, c'est une ONG, donc une entreprise à but non lucratif que je préside de façon bénévole et qui s'occupe en effet, qui est aujourd'hui la plus grande organisation mondiale de lutte contre la pauvreté par le développement du microcrédit, présente dans 70 pays. Je le précise d'autant plus volontiers que, un, c'est pas une société commerciale, et deux, je ne crois absolument pas au commerce éthique, qui pour moi est une des plus vastes fumisteries de l'histoire récente des organisations sociales. Nous allons peut-être déjà en parler. Justement, vous avez sorti un livre le 3 décembre. Ceci dit, votre présentation était tout à fait remarquable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez donc publié un livre le 3 décembre, La crise et après. La crise, parlons-en tout de suite. Quelle est selon vous la cause principale de la crise et quel en était le déclencheur? D'abord, il faut bien voir que les sociétés humaines sont heureusement toujours en crise. Et que la crise est un état souhaitable et naturel. Crise en grec, ça veut dire décision. Donc c'est le moment où les décisions se prennent. Et si on entend crise si on entend par crise le fait que nous soyons dans des situations imparfaites, imprévisibles, c'est aussi un état naturel de l'espèce humaine, heureusement, puisque ça correspond au fait fondamental que nous n'avons pas une information parfaite, ni sur nous-mêmes, ni sur l'environnement, ni sur ce que va faire l'environnement. Et cette absence d'information parfaite produit une situation qui par nature ne peut pas être parfaite. La seule société qui serait sans crise, c'est une société morte. Et en particulier les sociétés totalitaires, et encore les sociétés totalitaires sont aussi des sociétés où l'information n'est pas transparente, n'est pas totale. Donc, dès qu'il y a information imparfaite, et heureusement elle l'est, puisque, encore une fois, l'univers n'est pas prédictible, il y a situation de crise. Au sens commun du mot, nos sociétés ne peuvent qu'essayer de gérer au mieux cette insuffisance d'information. D'une part, en ayant l'information la meilleure possible sur l'avenir, pour créer les conditions qu'il n'y ait pas de surproduction ou d'insuffisance de production liée à une méconnaissance des exigences de la demande et de l'offre, mais aussi qu'il y ait une aussi grande que possible égalité dans l'information, pour que s'il y a une insuffisance globale de l'information, celle-ci ne pèse pas spécifiquement sur une catégorie sociale. Donc la clé aujourd'hui de la cause profonde de ce qu'on appelle les crises, c'est l'absence d'information parfaite, qui encore une fois correspond à la vie. La vie est faite d'une information imparfaite. Nous ne savons pas quand nous allons mourir, donc nous avons une information imparfaite.
et le fait que cette information n'est pas également répartie. Alors, si on rentre dans quelque chose de moins théorique, et si on vient à la crise actuelle, très profondément, une crise économique est donc liée à l'imperfection de l'information et à sa manipulation ou son monopolisation par un groupe. La crise actuelle vient de ce que le mode de gestion de l'information doit être aussi parfait que possible dans une société qui a choisi de considérer que la valeur dominante, c'est la liberté individuelle. Or, depuis quelques siècles, nos sociétés ont choisi, au détriment de toutes les autres valeurs possibles, la liberté individuelle comme la valeur dominante. Or, il n'y a pas de liberté individuelle sans accès égal ou maximal à l'information, puisque l'information est la condition de l'exercice de la liberté. Or, l'exercice de la liberté se fait dans un contexte de rareté, puisque les ressources sont rares, y compris le temps, et toute la question de nos sociétés a été d'organiser la liberté dans ce contexte de rareté, qui a été fait de deux façons, pour les biens privés par le marché, pour les biens collectifs par la démocratie. Donc nos sociétés fonctionnent à l'échelle de chaque nation et à l'échelle globale, dans une tentative progressive d'extension du champ du marché, avec une information aussi vaste que possible, et une répartition aussi idéale que possible, ou une monopolisation de l'information, et une extension du champ de la démocratie, l'un pour les biens privés, l'autre pour les biens collectifs. Ce qui s'est produit, je vais terminer cette trop longue réponse à votre question, ce qui s'est produit depuis 30 ans, sans remonter aux crises antérieures, c'est que nous avons eu la mise en place d'un marché global, mondial, mais nous n'avons pas eu la mise en place d'une démocratie globale. Alors que le marché, quand le marché et la démocratie s'exercent sur le même territoire, quand la démocratie impose au marché une répartition plus ou moins égale de l'information, on arrive à gérer les crises d'une façon à ce qu'elles soient également ou justement réparties dans leurs conséquences. Quand on se trouve dans une situation où le marché domine, puisqu'il y a un marché sans état de droit, le marché alors impose une répartition des ressources nécessairement inégale, puisque la démocratie est là pour assurer la justice, et la cause profonde de cette crise, en dehors de ces causes philosophiques très lointaines dont je viens de parler, c'est que la domination, le fait que nous ayons un marché global sans une démocratie assez forte pour la compenser, a créé progressivement à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle de chaque pays, puisque c'est non seulement à l'échelle mondiale, mais à l'échelle de chaque pays que le marché l'emporte sur la démocratie, sur la puissance de l'état de droit, une situation où l'état de droit s'efface, où donc un grand nombre de choses deviennent à l'égal, parce que le droit n'impose pas de ne pas les faire, même s'ils ne sont pas criminels, et où le partage des richesses entre ceux qui peuvent avoir accès au contrôle de l'information, qui assure la rente des richesses, et les autres, devient de plus en plus monopolisé. D'où le fait qu'on a une très forte croissance de la concentration des richesses, tant aux États-Unis qu'en Europe qu'à l'échelle mondiale. Je pourrais documenter ça par des notes en bas de page et des chiffres, je ne le fais pas. Et d'où le fait que pour maintenir le système en marche, le système s'est heurté à une contradiction. À partir du moment où les classes moyennes, et les plus pauvres, d'abord les classes moyennes, voyaient leur salaire stable diminuer, il n'y avait pas de moteur de croissance possible, puisque la richesse était concentrée de plus en plus dans un petit nombre de gens. Aux États-Unis, 38% des revenus concentrés dans 5% des mains. Comment maintenir une croissance quand ceux qui consomment n'ont pas de revenus? Ça, c'est la cause profonde de la crise. Le système a trouvé comme réponse, non pas d'augmenter la part des revenus ou de l'accès à l'information des classes moyennes, mais de leur faire croire qu'ils pouvaient compenser l'absence de revenus par l'emprunt. Et l'emprunt était un substitut à l'augmentation des salaires, l'emprunt créant les conditions, en particulier dans une sous-information sur les conditions de l'emprunt, d'un surendettement lié à cette absence d'information, et donnant au système une forme de croissance, puisque ayant des revenus fictifs, ils pouvaient consommer, et tout le monde y trouvait un profit. Les plus pauvres et les classes moyennes, parce que leur revenu a augmenté en apparence, leur patrimoine augmenté parce qu'ils pouvaient vendre ce qu'ils avaient ainsi acquis par l'emprunt et donc rembourser les emprunts par l'augmentation de la valeur,
les producteurs, parce que ainsi ils tiraient des profits dans la production des biens que les consommateurs pouvaient consommer, le système politique, parce que le plein emploi était assuré, et surtout le principal bénéficiaire, le système financier, qui lui est fondamentalement le lieu dans l'économie de marché de l'accès et du contrôle de l'information, avec une question clé extraordinairement difficile, puis j'en termine là, qui est le rôle du système financier est fondamental, c'est je collecte l'épargne et j'amène l'épargne là où il est bon de l'utiliser. Mais à moins d'avoir des systèmes de loi très forts, l'humanité est ainsi faite que c'est très difficile pour quelqu'un, de façon purement morale, de dire, voilà, on m'apporte une épargne, je la rémunère à 3%, mais je sais, par les études que j'ai faites, par l'analyse que j'ai faite, que je peux reprêter cet argent à 25%. Dans ce cas-là, il serait normal que le revenu de 25% soit donné à celui qui a prêté l'argent. Le banquier, qui est celui que j'appelle l'initié et l'aiguilleur, qui n'a comme fonction que d'aiguiller l'épargne vers le lieu dans lequel il est mieux utilisé, tout naturellement garde cette rente, qui est une rente liée à l'information. Je sais, donc je peux ne pas transmettre cette information et la garder. Et en particulier, ça s'est produit dans le système de l'endettement dont je parlais tout à l'heure, il était possible de faire des profits, on les garde, on ne les transmet pas aux épargnants, et le système s'emballe, à la fois pénalisant les épargnants qui ne reçoivent pas les profits qu'ils auraient pu recevoir d'une rentabilité considérable, et les emprunteurs qui, eux, empruntent sans la connaissance claire de ce qu'ils ne pourraient un jour pas être en situation de rembourser. L'aiguilleur, lui, étant parfaitement conscient des risques, élimine les risques en les transférant sur le reste du marché, titrisation, système d'assurance, CDS, etc. Absence totale de contrôle du système. Vous pouvez juste expliquer en fait au public ce que c'est la titrisation, histoire de pouvoir Je reconnaître. supposais qu'on était à l'ESSEC, on ne sait pas ce que c'est. Il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Titrisation, ça consiste à... C'est quelque chose qui apparaît dans les années... Au milieu des années 80, ça consiste à prendre des prêts qui sont faits et à les regrouper en paquets et à revendre ces paquets. L'avantage, c'est que ça permet à celui qui a prêté de se débarrasser d'une partie du risque ou même de la totalité du risque. Ça a été bien le problème, on les a laissés se débarrasser de la totalité du risque. Et si vous êtes banquier, vous pouvez prêter et ensuite vous débarrasser de la totalité du risque, vous n'en avez rien à tirer, si j'ose dire, de savoir à qui vous avez prêté, puisque de toute façon, vous ne portez plus de risque. Donc la titrisation et le transfert du titre, ainsi regroupés, a permis à la fois, ce qui est extrêmement intelligent, de trouver des nouvelles ressources pour prêter, puisque en dehors de l'argent qui arrivait sous forme d'épargne collectée par les banques, il y avait d'autres formes de financement qui étaient disponibles pour acheter ces titres, d'ailleurs de plus en plus sophistiqués, puisque ces titres ont été non seulement des regroupements de prêts, mais des prêts étaient coupés en morceaux selon la nature du risque, et donc il y avait des titres très risqués regroupant la partie la moins facile à rembourser, puis des titres moins risqués, puis moins risqués, et donc différents types d'investisseurs, d'emprunteurs, de prêteurs pouvaient se trouver leurs bénéfices. Ça, c'est la titrisation classique. Mais il y a eu d'autres formes ensuite beaucoup plus sophistiquées qui sont les Et donc, ça fait que les banques, comme vous dites, ont aiguillé l'épargne vers des secteurs plutôt financiers. Et donc, dans tout ça, l'industrie était complètement oubliée, les investissements productifs. Non, les investissements productifs se sont faits. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un excès ou une croissance de l'endettement qui a priori, aurait pu durer très longtemps, puisque la croissance était là. Seulement, à un certain moment, qui est très incertain, très difficile à définir, et à prédire, se manifeste une perte de confiance dans le système. Ça aurait pu se produire il y a un certain temps, il y a 5-6 ans. Ça s'est produit, ça a commencé il y a 2 ans. Moi, j'ai écrit un livre il y a 2 ans où j'ai décrit cette crise, mais je me suis trompé parce que je l'ai raconté en détail, mais je pensais que le système tiendrait 10 ans de plus. J'ai raconté les subprimes, la nationalisation des banques américaines, enfin tout ça, et quelques économistes l'ont vu, personne n'a voulu entendre, et ça aurait pu tenir plus longtemps. Il s'est produit
différents phénomènes qui fait que ça n'a pas tenu, la hausse des prix des matières premières, la récession qui a commencé, un excès vraiment démesuré de cet endettement. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'endettement américain était à peu près de 180%, si on prend la totale des dettes américaines du PIB américain au début des années 90. Au sommet de la crise de 29, il est à 240%. Il y a 6 mois, il était à 350%. Donc, évidemment, à un moment, ça n'allait pas. Et puis, on a eu quelques petits signaux, quelques-uns, puisque le système a poussé jusqu'à l'extrême, à prêter à des gens qui, évidemment, n'avaient pas les moyens de rembourser. Pour des raisons d'ailleurs très compréhensibles. On a prêté aux plus pauvres, les Américains, qui, encore une fois, n'avaient pas les moyens de rembourser. Ils n'avaient pas les moyens de savoir que c'était absurde d'emprunter dans ces conditions. On leur a prêté, et on s'en moquant totalement, puisque celui qui prêtait prenait sa marge tout de suite, sa commission, prenait une commission immédiate sur le prêt, revendait le prêt, qui allait dans les banques du monde. Et donc, à un certain moment, évidemment, plus on prêtait à des gens risqués, plus la probabilité de voir ces prêts non remboursés apparaissait. Puis, depuis 1 an, 2 ans, ça a commencé, des prêts non remboursés, quelques petites banques ont fait faillite, et là, le système a commencé à réfléchir sur lui-même. Voilà, donc vous nous avez parlé de la situation imparfaite à cause d'une information qui n'est pas suffisamment diffusée, ou alors qui n'est même pas disponible. Pourtant, on a quand même eu, comme vous l'avez dit, des économistes qui sont positionnés avant le début de la crise en disant ça va venir, ça va arriver. Ma question, c'est de savoir, déjà, si vous pouvez nous faire une petite liste de ces grands signes avant-coureurs, dont vous avez déjà commencé à parler, et ensuite nous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder à l'avenir pour pouvoir anticiper ces crises qui arrivent et qui sont récurrentes. D'abord, les signes avant-coureurs, c'était dans l'excès d'endettement. L'excès d'endettement, c'était la mesure. Les causes de cet excès d'endettement, c'était la connivence générale entre tous les acteurs dont je viens de parler tout à l'heure, tout le monde ayant intérêt à l'excès d'endettement. L'Amérique est une machine à consommer, la Chine est une machine à épargner, l'Europe au milieu vis-à-vis, et le système financier y gagne, les hommes politiques y gagnent parce qu'il n'y a pas de chômage, et ça dure tant que ça dure. Personne ne voulait voir que ça finirait par ne pas durer. Donc c'est la dette qui atteint un niveau insupportable, qui est le signal. C'est aussi le fait qu'il n'y a aucun contrôle. On ne sait pas si les prêts qui sont faits sont sérieux. On constate que les agences de notation ne font pas sérieusement leur travail. On constate que la SEC, la Fed, l'AMF, toutes les organisations qui sont supposées contrôler, ne contrôlent pas vraiment. On se dit, il peut se passer des choses qu'on ne voit pas. On voit se multiplier dans cet univers de non-droit dont j'ai parlé, c'est-à-dire un marché global, mais un état de droit local. On voit se multiplier les paradis fiscaux et les paradis financiers, où des hedge funds se multiplient par milliers, 10 000, font des choses obscures, on ne sait pas quoi, empruntent de façon bizarre. On voit des marchés de dérivés, c'est-à-dire de produits spéculatifs tout à fait justifiés parce qu'ils sont nécessaires à la fixation des cours des matières premières en pariant sur leur avenir, c'est tout à fait nécessaire pour stabiliser les cours, mais parier sur tout et n'importe quoi. On voit se développer des machines étranges dont la fonction, comment a-t-on pu laisser faire ça, les monolines, et de dire à une agence de notation, ne vous inquiétez pas, je prends sur moi le risque, j'assure cette entreprise, et vous pouvez lui mettre une très bonne note, moi je l'assure. L'agence de notation ne vérifie pas que le monoline en question n'a absolument pas le capital pour assurer. Mais il suffit qu'il dise j'assure pour que tout le monde ferme les yeux, parce que tout le monde tire un profit. Le monoline est payé, l'agence de notation est payée, tout le monde est payé, le système fonctionne dans une connivence générale. Tout ça, crevez les yeux à qui voulait le voir. Et ceux qui l'ont vu, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris au sérieux ? Parce que nous sommes dans des sociétés, on le voit sur le climat, on le voit dans nos vies privées souvent, où on ne veut pas entendre les mauvaises nouvelles. On se fait accuser de cassant, on se fait accuser de gens qui ne veulent voir que les mauvaises nouvelles, de pessimistes. On ne veut pas voir, non pas les catastrophes certaines, on ne veut pas voir les risques. Il y a même tout un courant aux États-Unis qui a été très développé, qui existe. Si vous allez dans le moindre aéroport américain encore aujourd'hui, vous trouvez les best-sellers. Regardez le New York Times, le Los Angeles Times. Enfin, là maintenant il a des difficultés
financière. Mais regardez les listes de best-sellers, c'est comment réussir dans la vie, comment être succès, avoir du succès. Et les recettes, c'est toujours a positive attitude, être optimiste. Avec l'idée, si vous êtes optimiste, vous allez y arriver. Au point même qu'on en était arrivé presque à une attitude soviétique. Quiconque n'était pas optimiste n'entrait pas dans les comités de direction. Quiconque n'était pas suffisamment optimiste était envoyé dans des séminaires de coaching où on vous apprenait à être optimiste. Vous trouverez encore des sites internet où vous avez des coachs qui se vantent d'avoir rendu optimistes des cadres pessimistes, comme par hasard de Goldman Sachs, de Lehman et autres entreprises dont l'optimisme nous a amenés là où nous sommes. Donc il y a eu toute une logique de l'optimisme irraisonné qui continue aujourd'hui, parce que beaucoup de gens disent on va s'en tirer, tout ça n'est pas si grave. On voit aussi avec le climat, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, avec toujours l'idée nous nous en sortirons toujours. On s'en est toujours sorti, on va encore s'en sortir. Donc il y a cela. Je citerai juste un autre exemple en passant. Les 300, en fait, qui n'étaient pas comme les thermophiles, c'était 316 propositions de notre rapport. Lorsque ce rapport est sorti, on a beaucoup insisté sur les 15 lignes qui parlent des taxis. Peu de gens ont vu qu'il y a 3 pages sur les dangers de la spéculation financière et que nous disions qu'il y allait y avoir une crise et que lorsque la crise se manifesterait, il faudra appliquer encore plus vite les propositions de ce rapport. C'est écrit dans le texte. Personne n'a voulu le voir. Donc en fait, on a vécu au-dessus de nos moyens par excès de confiance. Si j'étais un homme politique au sens traditionnel du mot, je répondrais que nous n'avons pas vécu au-dessus de nos moyens, les gens n'avaient pas les moyens de vivre. On n'a pas donné aux gens les moyens de vivre. Ça va encore plus loin en fait. Quand vous avez 5% des habitants d'un pays qui ont 38% des richesses, en termes de revenus, en termes de patrimoine, c'est bien plus. C'est pas que les gens vivent au-dessus de leurs moyens, c'est qu'un petit groupe monopolise. Quand vous avez près de la moitié de l'humanité qui vit, et moi je m'en occupe parmi beaucoup d'autres tous les jours, surtout de ça, près de la moitié de l'humanité qui vit avec moins de $2 par jour, c'est pas qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que c'est obscène de dire qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Quand ils sont surendettés, ce qui est souvent le cas, ils n'ont pas les moyens de vivre. Et donc le problème, c'est pas de dire ah mais ces gens-là ont fait des folies, c'est qu'on les a poussés à croire qu'ils pouvaient faire des choses sans leur donner les moyens de faire. Bon, on a bien vu l'optimisme des ménages. Est-ce que vous ne pensez pas que les États aujourd'hui sont un peu optimistes parce que justement ils luttent pour maintenir le pouvoir d'achat de leurs citoyens? Est-ce que prochainement on n'aura pas le même type de crise sur la dette publique? Bon, d'abord, je ferai juste une parenthèse pour dire que, en essayant de bloquer votre question, moi je suis obligé de commencer par ça. Si on regarde la situation historique de l'économie mondiale, cette crise est un formidable gaspillage parce que nous avons tous les moyens de faire en sorte qu'elle ne soit qu'un accident de parcours. Parce que nous avons devant, pour les plus jeunes qui sont dans cette salle, il y a devant nous 30 ans de croissance potentielle. Nous avons des progrès techniques incroyables qui sont devant nous, comme jamais dans l'histoire, nouvelles technologies d'information, biotechnologie, nanotechnologie, neurosciences, un potentiel de productivité économique comme on ne l'a jamais connu. Deuxièmement, il y a une croissance de la population démographique équilibrée et la croissance urbaine qui crée une demande considérable. Et troisièmement, à l'échelle mondiale, même en comptant les États-Unis, il y a une épargne très forte. Donc, les 3 facteurs de production classiques, capital, force de travail et progrès technique, sont là. Donc, on a un potentiel de croissance de l'économie extrêmement forte. Et donc, certains pourraient se dire, on va passer, parce que le potentiel va monter. Ce qui est possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation, il y a une situation de stupeur de l'économie mondiale, cette crise, la panique, l'absence de confiance. Donc forcément, quand il y a absence de confiance dans le système, les gouvernements prennent le relais et disent « j'apporte la confiance ». Comment apporte-t-il la confiance? La garantie des banques, la garantie donnée aux banques. Je vous signale que la quasi-totalité des banques refusent cette garantie aujourd'hui. Qui dit garantie dit prise de pouvoir, nous y reviendrons tout à l'heure. Et deuxièmement, les gouvernements disent si vous ne voulez pas de ma garantie, je vous donne de l'argent librement pour assurer le crédit, etc. En réalité, il arrive ce que vous dites, à savoir que le système n'étant pas capable de financer ses dettes, progressivement transfère les dettes vers les gouvernements, ou vers des entités très bizarres,
qui d'un point de vue théorique sont très complexes à comprendre, qui sont les banques centrales. Ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas des entités privées, ce sont ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes, dont le bilan est très particulier, et qui ne correspond pas à une dette publique, parce que ce n'est pas le contribuable qui va rembourser la dette de système de réserve, ce n'est pas le contribuable qui va rembourser la dette de la Banque centrale, elle émet de la monnaie, mais en principe, cette monnaie doit être équilibrée par les recherches produites, et si elle ne l'est pas, elle est prêtée, elle doit être remboursée en échange des titres qui sont mis en dépôt. Vraiment, depuis 6 mois, le système est devenu fou. Devant la panique générale, on a permis successivement aux banques de mettre en dépôt à la Banque centrale américaine et européenne des titres dont la valeur est de moins en moins bonne, mais les banques centrales ferment les yeux et acceptent pour mettre de la monnaie, et comme ça ne suffit pas, la Banque centrale américaine accepte maintenant de recevoir en dépôt et de mettre de l'argent directement contre les titres des entreprises. C'est-à-dire la Banque centrale est devenue une banque. Les seules choses que les banques centrales n'acceptent pas pour l'instant, la Banque centrale européenne n'accepte pas ça, et la seule chose que toutes les banques centrales n'acceptent pas pour l'instant, c'est d'émettre de la monnaie en échange des titres des hedge funds, qui serait sans doute nécessaire et qui va sans doute être la principale pression maintenant, parce que si les hedge funds se mettent à vendre tout ce qu'ils ont, tout le système s'effondre à la baisse. Et les hedge funds vont être forcés de le faire parce que les gens ont besoin d'argent. D'ailleurs, je fais une parenthèse, depuis 3-4 jours, il se produit un phénomène extraordinairement intéressant. Nous sommes dans le vide total du droit. Les hedge funds, en principe, pour la plupart d'entre eux, sont régis par des règles où quiconque a mis de l'argent dans les hedge funds doit pouvoir le retirer quand il veut. Les hedge funds qui n'ont pas l'argent pour rendre l'argent à leurs épargnants ont inventé des règles. Nous sommes dans le Far West du total, refusent de rendre l'argent à leurs épargnants. Et ont inventé un mot qui s'appelle gates, des portes. C'est pas Bill, c'est un autre. C'est des portes où on dit simplement, ben, moi je vous rembourse 3%, c'est la règle d'aujourd'hui pour la plupart, je vous rembourse tous les mois 3% de ce que vous avez mis chez moi. Pourquoi 3%? Pourquoi pas 5%? En violation totale des contrats. Donc nous sommes entrés depuis quelques jours dans une sorte de panique telle que plus aucune règle, même les plus simples, qui avaient été mis en place par des systèmes les plus sophistiqués, ne sont plus appliqués. Donc là, on est dans l'économie totale. Dans ce contexte, en effet, je termine ma réponse à votre question, excusez-moi, je suis prof, alors je parle trop longtemps. Dans ce contexte, en effet, ce qui est en train de se produire, c'est que les dettes des plus riches seront un jour payées par les impôts des classes moyennes ou par la dévalorisation de l'épargne de la classe moyenne qui résultera de l'hyperinflation qui commencera. Vous nous parlez d'hyperinflation, vous pouvez juste définir le terme? L'hyperinflation, c'est un risque. Je ne dis pas du tout que c'est certain, loin de là, mais c'est un risque qui pointe. L'hyperinflation, c'est l'inflation qui dépasse l'inflation classique, simple, l'inflation normale, qu'on peut estimer à 4-5% par an. Aujourd'hui, elle est plus faible. L'hyperinflation, c'est quand on dépasse 20-30% par an, qui se produit quand la quantité de monétaire est très supérieure à la capacité de production, et quand, devant la panique générale, on émet de la monnaie pour essayer de créer les conditions de faire repartir la société. C'est ce qu'on a fait depuis 6 mois. Le grand gourou, un des grands gourous américains le plus grand gourou depuis 1 an, Nouriel Roubini, qui est un économiste de grand talent, qui fait partie des 4 ou 5 personnes qui avaient vu la crise, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui reconnu comme grand gourou, il est professeur à Chicago, il est un professeur à New York, a calculé que la quantité émise de monnaie entre la Banque centrale et le système du Trésor depuis 6 mois est aux États-Unis de 7 trillions. Alors un trillion, c'est 1000 milliards de dollars, 7 trillions c'est la moitié du PIB. Autrement dit, en 6 mois, on a mis la moitié du PIB. Vous comprenez que si vous mettez en face de la quantité produite, qui est le PIB par définition, 50% de plus, normalement, les prix montent d'une quantité au moins égale, sinon, enfin à peu près égale, sinon il y a des effets de concurrence, etc. Et de compétition. Mais si on continue comme ça, pour prendre une métaphore simple, je dirais, la crise, c'est quelqu'un qui se fait renverser par une voiture. On n'a pas vu, une voiture qui lui rentre dedans. Quelqu'un renversé par la voiture, on appelle le SAMU, on lui met de l'oxygène. Mais normalement, on ne le laisse pas sous l'oxygène tout le temps.
on le transporte à l'hôpital pour soigner ses problèmes de fond. Là, pour l'instant, on l'a mis sous l'oxygène, et on continue à mettre de l'oxygène, et personne ne s'occupe de traumatismes profonds. Selon vous, on en est où de la crise au début, à l'apogée? Est-ce que c'est l'hôpital ou encore l'ambulance? Pour l'instant, c'est seulement l'ambulance, et ce qui est fascinant, c'est de voir que si on admet les mécanismes... D'abord, c'est beaucoup plus facile d'analyser ce qui s'est passé que ce qui peut se passer, puisque ce qui peut se passer dépend beaucoup de ce que les acteurs vont faire. D'abord, je dirais, premièrement, il y a une possibilité qu'on passe dans cette crise sans catastrophe majeure, même sans rien faire. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une force de croissance très forte de l'économie mondiale dont j'ai parlé, qui peut emporter comme une vague emporte un surfeur, et parce que la clé de la tenue du système, c'est ce qu'un professeur de Harvard a appelé chimérique au sens de l'alliance entre la Chine et l'Amérique, ce couple chimérique. Si ce couple tient, l'ensemble de l'économie mondiale peut tenir. Si l'épargne chinoise finance les consommateurs américains, la dette américaine, ça peut tenir. Pourquoi est-ce que ça peut avoir lieu? Parce que pour les Chinois, comme pour les détenteurs de réserves du Golfe, il n'y a pas d'endroit plus sûr au monde aujourd'hui que l'Amérique pour mettre de l'argent. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que quand le gouvernement américain émet des bons du Trésor, il est couvert 4 fois, donc, ce qui est à la fois bon signe, tout le monde continue à croire à l'Amérique, mauvais signe, c'est-à-dire que personne ne veut mettre l'argent ailleurs que dans le Trésor américain. Pourtant, vous dites vous-même, ce sont des choses qui restent très risquées du surendettement. Extrêmement risqué. Et donc c'est la grande inconnue. Mais je prends le scénario positif. Il y a un scénario où le système tiendrait, parce que les gens continueraient à financer l'Amérique parce qu'ils ne peuvent pas financer autre chose, et on passe. Donc dans ce cas-là, par rapport à votre question, 2 ans et on passe. Les scénarios aujourd'hui sont réalistes, sont une récession américaine de -1,5, une récession européenne de -2,5, on n'a jamais vu ça depuis la guerre. C'est très loin de 1929, où il y a eu des récessions gigantesques comparé à ça. Donc c'est très loin. Et donc on peut passer. Dans ce cas-là, on passerait sans avoir rien fait, qu'une réforme, on reprendrait dans l'euphorie générale, Londres resterait le principal paradis fiscal de la planète et tout continuerait. Ce qui veut dire que dans quelques temps, il y aura une nouvelle crise bien plus grande. Mais je pense que c'est un scénario qui reste encore possible à 40%. 40%. L'autre scénario, qui est le scénario japonais, qui est, on se rendra compte que la machine ne redémarre pas, que les États-Unis ne redémarrent pas, que le taux de croissance, le taux d'escompte à zéro ne fait pas redémarrer la machine, que la récession est très lourde, et là on s'installe, comme au Japon, dans 10 ans de récession. Le troisième scénario, c'est on prend les problèmes vraiment à main, on prend une solution à l'échelle de l'Europe et de la planète de type de ce qu'a fait un petit pays qui a affronté cette crise il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans maintenant, la Suède, qui a exactement cette crise sur un territoire minuscule, et qui a dit, moi, je nationalise les banques, provisoirement, je sépare les bonnes et les mauvaises, je garde les mauvaises, je reprivatise les banques, les bonnes, je socialise les pertes, et je fais redémarrer la machine. 2 ans plus tard, l'économie suédoise était repartie, l'État a fait beaucoup de profits en vendant les entreprises qu'il avait nationalisées, et le système marche. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Non. Non. Mais pas du tout en ce qu'on est en train de faire, parce que, encore une fois, pour la raison que je disais tout à l'heure, merci de votre question qui me ramène à ce que je voulais dire, les banques ne veulent pas accepter d'entrer dans une logique dans laquelle les États se mêlent leurs affaires. D'abord parce que nous ne sommes pas tout à fait au 31 décembre, et que donc, il faut quand même payer les bonus avant que l'État se mette de vos affaires. Deuxièmement, ça voudrait dire que les États entrent dans la conseil d'administration. Aucune banque française n'a accepté aujourd'hui, très peu, les garanties offertes par l'État. Et les garanties offertes par l'Europe ne sont pas obligatoires. Les gens ne sont pas obligés de les accepter. Et encore une fois, pas obligés d'accepter les conséquences qui existent dans certains pays, en particulier en Angleterre, mais pas en France, d'entrer dans les conseils d'administration si on accepte la garantie publique. Donc là, il y a un vrai problème de pouvoir entre marché et démocratie, entre le système financier et l'État, les États,
qui fait qu'aujourd'hui, les États n'ont pas pris la décision vraiment significative, qui serait de dire, écoutez, vous êtes forcés d'accepter ma garantie, mais en échange, je rentre dans votre capital, je mets de l'argent, je recrée le mouvement dans l'économie, mais je prends le pouvoir. C'est ce qui s'est passé chez Dexia, par exemple. D'abord, l'affaire n'est pas terminée, comme vous savez, et ensuite, Dexia est un cas minusculissime comparé à l'ensemble du système bancaire européen. En effet, dans Dexia, c'est le seul cas où on a changé un dirigeant. On échange. Et d'ailleurs, si la faillite de Dexia avait eu lieu 8 jours plus tard, Dexia faisait partie de l'ensemble et on ne faisait rien sur Dexia. Donc c'est un cas tout à fait particulier. Concernant justement les garanties bancaires, les réponses ont été très différentes en Europe. Quel est selon vous le meilleur plan de sortie de crise? Le plan Obama, le plan de Sarkozy, l'attentisme allemand? Si on se réfère à ce que j'ai dit tout à l'heure comme cause, le risque de désespérer, non pas Billancourt, mais City de Londres, je dirais que la cause profonde étant l'absence de régulation, tant qu'on ne met pas en place des régulations sur les agences de notation, sur les monolines, sur les émetteurs de cartes de crédit, sur tous ceux qui peuvent endetter les gens, on n'a rien fait. Or, là-dessus, on est en train de rien faire. On a annoncé qu'on allait faire quelque chose pour une réunion qui aura lieu le 30 avril à Londres. Donc, j'ai dit l'autre jour que réunir des ministres à Londres pour réformer le système financier et mettre des normes, c'est comme si on réunissait des alcooliques anonymes chez un sommelier. C'est tout aussi efficace. Et c'est d'ailleurs pourquoi les Américains ont accepté le G20, dont nous nous sommes vantés, d'ailleurs, j'ai pas fait le 20, n'est pas le jeu de mots que je voulais faire. Pourquoi ont-ils accepté le G20? Il y a d'autres structures. Il y avait le G8, il y a le G24, qui est la structure naturelle du Fonds monétaire, qui associe les pays du Nord et du Sud. Pourquoi le G20? Parce que le G20 est une structure un peu informelle, où, comme par hasard, la présidence était depuis longtemps prévue pour passer à la Grande-Bretagne à partir du 1er janvier. Donc les États-Unis pouvaient, sans beaucoup de crainte, accepter une réunion dont la présidence serait britannique à partir du 1er janvier. Et avec une réunion fixée le 30 avril, ce qui vraiment est une manifestation de la conscience de l'urgence. Vous voulez donc dire que les plans européens et américains sont un peu un coup d'épée dans l'eau? Non, ils sont, et encore une fois, ils correspondent tout à fait à ce qui est nécessaire dans une situation de salut, d'urgence. Et si le malade a suffisamment d'énergie pour qu'il se relève tout seul de son traumatisme, il n'a pas été vraiment choqué, ça suffira. Hein. Quelqu'un qui a été juste choqué par un accident, on lui donne un peu d'oxygène, on le retape doucement et il s'en sort. C'est possible encore. Maintenant, s'il est vraiment traumatisé, ce que je crois, il faut vraiment mettre en place toute une série de réglementations, recréer les conditions d'une capitalisation bancaire. Or, quand on voit les besoins en capitaux des banques ne sont pas très élevés, vu l'effet de levier, mais ce qu'on appelle, je parle à ceux qui ont fait quelques études spécialisées, ce qu'on appelle Tier 1, c'est-à-dire la partie du capital bancaire qui correspond vraiment au capital le plus vrai, le plus dur, qui aujourd'hui est très faible. Pour information, donc c'est les fonds propres et les réserves incorporées. Ce qui correspond vraiment à ce qui assure l'effet multiplicateur qui permet les prêts, qui sont très faibles et très insuffisants dans beaucoup de banques. Comme il n'y a personne pour mettre de l'argent dans ce Tier 1, la vraie solution, me semble-t-il, qui est absolument impensable aujourd'hui, serait que le gouvernement américain, d'une part, l'Union européenne, d'autre part, en tant qu'Union européenne, prenne une participation dans le Tier 1 des banques européennes, assurant ainsi une capitalisation solide et donc un effet de levier permettant aux banques de repartir et donc une garantie. Mais, sauf une vraie crise majeure avec un renversement du pouvoir politique, l'idéologie actuelle, tant à Londres qu'à Bruxelles, à Francfort ou à Paris étant le plus pragmatique et donc on pourrait mieux l'accepter, est telle que le pouvoir bancaire s'opposera jusqu'au dernier moment à une telle décision. L'expérience que j'ai vécue pour ma part montre que quand on nationalise les banques, il vaut mieux pas demander la permission des banquiers.
Donc en fait, pour vous, on se dirige plus vers un petit peu de soins palliatifs sur la crise et pas de réforme de fond. L'expérience, je n'en sais rien. J'étais encore tout à l'heure avec un des principaux ministres de l'Union européenne et je ne suis qu'un observateur, je ne suis pas un acteur de cela. Mais l'expérience que j'ai de cela montre que quand on n'est pas vraiment forcé par l'urgence, on ne fait rien. D'ailleurs, on voit bien, j'ai essayé de décrire dans mon livre la crise des derniers mois, ce n'est que parce qu'il y a eu un vrai moment de collapse absolu du système, le premier 2 et 3 octobre de cette année, qu'il y a eu une réaction qui a entraîné la mise en place des plans. Malheureusement, on ne réagit pas à froid. On réagit à chaud et tant qu'on n'a pas le sentiment que la crise sera très dure, on ne réagira pas. Aujourd'hui, il y a le sentiment général, c'est on va passer. Donc, je l'espère, si on passe, encore une fois, ce serait pas plus mal, ça ne fera que retarder la crise, mais au moins ça aura l'avantage de ne pas déclencher les dizaines de millions de chômeurs, c'est toujours ça de prix, mais ça ne fera que retarder la crise ultérieure, enfin que retarder la crise à quelque chose de plus grave ultérieurement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comparons à 29, en 1929, tout le monde avait vu ce qu'il fallait faire. Il fallait un système de monnaie avec les talons dollars et non plus les talons or. Il fallait un système de remise, de rééchelonnement des dettes allemandes pour l'essentiel. Tout ça a été écrit. Il fallait une Union européenne, tout ça a été écrit. Il y avait même un plan fait par 3 personnes très importantes, compétentes, Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères français, Stresemann, ministre des Affaires étrangères allemand, et un économiste anglais qui s'appelait Keynes, qui disait si on ne met pas en place une Union européenne entre nos 3 pays maintenant, février 29, on va avoir une grande crise, le système politique allemand va s'effondrer et on aura la guerre, ce qui est écrit. On ne l'a pas fait. Donc on l'a fait après. Il y a une guerre maintenant pour qu'on Non, je dis au contraire. Je dis exactement le contraire. Je dis que si nous ne sommes pas capables de passer directement de 29 à 45, on va vivre 29-45. Et c'est très difficile de passer directement de 29 à 45, parce qu'il faut avoir le sentiment que tous les sacrifices en termes de pouvoir, 29-45, c'est la fin du pouvoir de Londres, d'une certaine façon. C'est la remise en cause de la puissance allemande. Il fait beaucoup de choses qui ont été remises en cause. C'est la remise en cause du système impérial. Enfin, beaucoup de préférences qui ont été de systèmes politiques et économiques qui ont été remises en cause. Si les gens ne sont pas, les pouvoirs en place ne sont pas forcés de l'accepter, encore une fois, comme là, la recapitalisation du système bancaire, le contrôle des agences de notation, le contrôle des systèmes bancaires, le contrôle des hedge funds qui sont en fait des émanations des systèmes occidentaux. Ce n'est pas les pays où ils se trouvent qui en bénéficient, ce sont les banques occidentales qui mettent leur propre turpitude. Si tout ça, s'il n'y a pas une pression politique extrêmement forte, ça ne se fera pas. Et je ne pense pas que cette pression politique viendra. Ce qui veut dire qu'on peut passer, mais dans 10 ans, ça sera pire. Voilà. En fait, on a un peu le sentiment, nous et d'autres, que ça sera une étape de plus dans l'empilement des règles prudentielles, très formelles et pas forcément efficaces. On l'a vu avec la SEC, qui a été un peu mise en cause sur l'affaire Madoff. Donc, que pensez-vous? Est-ce qu'on va vers un nouveau Bretton Woods, pour reprendre l'exemple? Bretton Woods, ça n'a rien à voir avec l'empilement des règles. Bretton Woods, c'est un accord monétaire. Un refondement complet de... Non, il ne faut pas, justement, il faut faire très attention. Bretton Woods, ça pourrait être en effet utile, et à mon avis, à terme, puisque je parle de globalisation de l'état de droit, la globalisation de l'état de droit, ce serait d'avoir une monnaie mondiale. On aura ça, les plus jeunes de cette salle verront une monnaie mondiale. Comme on se moquait de ceux qui pensaient à une monnaie européenne, on a eu une monnaie européenne, mais on ne peut pas avoir un marché mondial uni sans une monnaie mondiale, et on l'aura. Bon. Après, quel soubresaut, j'en sais rien. Donc, ça, c'est la question monétaire. La question de la gouvernance, la surveillance, alors on peut dire, oui, vous allez nous installer de bureaucratie de plus, la bureaucratie ne marche pas, etc. Bon, quand on dit ça, moi je dis, oui, d'accord, mais enfin, les bureaucraties, c'est quoi? C'est une administration, il y a des bureaucraties publiques et des bureaucraties privées. Aujourd'hui, c'est le triomphe des bureaucraties privées contre les bureaucraties publiques. Mais le mot bureaucratie est un mot dont la connotation est négative, qui s'applique tout aussi bien au privé qu'au public. Aujourd'hui, c'est le triomphe des bureaucraties financières privées, qui ne sont pas équilibrées, compensées par des bureaucraties publiques. Et d'ailleurs, la raison sont simples.
Le ministère des Finances américain, depuis 20 ans, a licencié les 3/4 de ses experts, au point que quand il s'agissait de faire le plan Paulson, ils ont été obligés de faire appel à des banquiers de New York qui sont venus, qui ont dessiné un plan. On ne pouvait pas leur demander de dessiner un plan qui était contraire aux intérêts des entreprises qui les payaient. Bon, comme il n'y avait pas d'experts de services publics à Washington, le plan Paulson a été décidé et défini en fonction des intérêts de Wall Street. Ce qui n'a pas été le cas tout à fait à Londres, enfin, c'est un peu plus compliqué, tout en ressemblant. Au moins en France, on a encore, d'une certaine façon, un service public qui réagit en fonction de l'intérêt général. Donc, si la bureaucratie, si la SEC est si disons, faible, si on se trouve dans cette situation insensée de voir une affaire comme l'affaire Madoff, impossible, si on respecte la réglementation, l'affaire Madoff ne peut pas arriver. Donc il y a forcément eu quelque part l'absence de respect des réglementations et ou des corruptions, et donc il y en a eu d'autres tout autour qui sont possibles. Ça ne prouve pas que la réglementation est inutile, ça prouve que la réglementation est mal faite et insuffisante. Et en même temps, il faut bien savoir que la nature humaine de telle façon qu'aucune réglementation ne peut être définitive. Il faut toujours qu'elle change, qu'elle bouge, qu'elle évolue, qu'elle ne soit pas un frein, mais qu'elle soit une incitation à bouger. On pourrait par exemple parler de Glass-Steagall Act, mais je ne veux pas convoquer la conversation. Le Glass-Steagall Act qui a été la grande réglementation américaine, qui a poussé après 29 à couper les banques d'affaires des banques commerciales. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça a poussé les banques américaines à aller faire à Londres ce qu'on leur interdisait de faire aux États-Unis. Donc, ouvert la globalisation en créant les conditions de ce que la réglementation soit très forte aux États-Unis, mais assez laxiste ailleurs. Et voilà, aussi longtemps qu'on n'aura pas pris conscience de la nécessité extraordinairement difficile de mettre une réglementation mondiale en place, on n'aura rien fait. Alors on pourrait dire, et je vais terminer là-dessus, c'est impossible. Moi je dis c'est pas du tout impossible. La meilleure preuve, c'est qu'il y a au moins 2 exemples où il y a une réglementation mondiale extrêmement efficace. Mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais j'en citer 2. Très efficaces et complètement planétaires. La première, c'est la sécurité aérienne. La sécurité aérienne, vous avez un réseau de règles appliquées sur tous les aéroports les plus petits de la planète qui marchent. Quand les gens ont peur, on accepte les règles. Et le deuxième exemple, très différent, c'est le football. Vous avez une organisation mondiale de football, s'il y a décidé de changement minuscule d'une règle d'arbitrage, c'est appliqué dans le monde club de foot de tous les coins de la planète. C'est-à-dire ça renvoie aux 2 métiers essentiels, l'assurance et la distraction. Et ces 2 exemples montrent, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres avec des explications, qui montrent que si on veut faire un pouvoir mondial de régulation, on peut. Vous m'avez fait un petit peu peur avec quand même la question planante de la Troisième Guerre mondiale qui nous menacerait si jamais on s'en sort mal avec cette crise. Mais il y a quand même une question au niveau du terrorisme, au niveau des tensions sociales qui est vraiment réelle pour le coup. On voit par exemple des tensions en Chine à cause du chômage par exemple. Est-ce qu'on peut se retrouver avec la même chose en Occident si la crise venait à vraiment mal tourner? Oui, le grand maître mot, il y en a 2 aujourd'hui de ce qui se passe. Il y a d'abord la population de la planète qui va passer de 6,5 à 9 milliards d'habitants dans 40 ans, moins de 40 ans, 35 ans. Sur ces 9 milliards, vous en allez avoir plus de 7 qui seront en ville, dans des conditions très très difficiles, surtout d'ailleurs masculines, parce que les migrations rurales vont être surtout des hommes et moins des femmes. Et vous allez avoir sur ces 9 milliards d'habitants de la planète, à peu près la moitié, selon la Banque mondiale, à peu près 4,5 qui seront au-dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire plus en pourcentage et plus en nombre qu'aujourd'hui. Et en plus, vous aurez des migrations rurales, mais aussi des migrations internationales. Aujourd'hui, il y a 200 millions de personnes qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés. Dans 40 ans, on pense qu'il y en aura au moins 1,5 milliard, au moins. Donc, nous sommes entrés dans une ère de grande mutation. Qui correspond à quoi? Qui correspond à ce que le monde s'est dégelé, la liberté individuelle fait que chacun a envie de vivre, et c'est normal, là où il peut mieux vivre, mais aussi à une prise de conscience qu'on connaît la richesse des autres. Il y a une information, pour revenir à ça, plus grande qu'avant, et qui rend les choses beaucoup plus difficiles à supporter. Pour les plus pauvres, qui voient la télévision du village, je vous assure, moi qui me promène encore une fois dans le monde entier toutes les semaines, je suis un peu différent, vous devez savoir que
tout ce que nous vivons ici est connu dans le moindre village africain, le moindre village latino, avec un degré de précision sur les modes européennes ou occidentales incroyable, mais avec un sentiment de frustration extrême de ne pas pouvoir y avoir accès. C'est le premier élément, la frustration. Et le deuxième, qui va être encore pire à mon avis, c'est le déclassement. C'est-à-dire que la concentration des richesses fait que ceux qui pouvaient avant y avoir accès ne pourront plus y avoir. C'est-à-dire non seulement ils n'y ont jamais accès, ils n'auront plus, mais ceux qui pouvaient l'avoir non plus. Autrement dit, le déclassement, c'est vous vivrez plus mal que vos parents. Non seulement parce que la croissance s'arrête, mais parce que si la croissance s'arrête et que les richesses se concentrent, arithmétiquement, ça veut dire que la classe moyenne vit moins bien, si les richesses se concentrent, que la génération précédente de la classe moyenne. Et à mon sens, le vrai risque que vous évoquez, il est dans le déclassement réel ou la projection du risque de déclassement, qui aujourd'hui est considérable. Vous faites un sondage dans cette salle, le nombre de gens qui vous répondront « je vivrai moins bien que mes parents » est 80% dans cette salle, je suis sûr. Alors on peut essayer. Combien de gens pensent qu'ils vivront moins bien que leurs parents? Moins que je croyais. Très bien. Bon, on a quand même une question, mais c'est vrai que... Mais je pense que vous n'osez pas le dire. Vous les avez Parce que la salle est publique. Toujours, sans peut-être se demander aujourd'hui si on vivra mieux ou moins bien que nos parents, est-ce que la France a, par exemple, plus ou moins de chances de bien s'en sortir de la crise par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, par rapport même aux États-Unis? Si on raisonne indépendamment de cette crise, qui encore une fois n'est qu'un élément dans une histoire beaucoup plus longue, oui, la France a toutes les chances. Nous sommes incroyablement bien placés. Premièrement, nous avons une situation géographique extraordinaire, même vis-à-vis de l'évolution climatique. Deuxièmement, nous avons le système social, un des meilleurs au monde. Je rappelle que l'espérance de vie en France, le système de santé en France est considéré par l'OMS comme le meilleur au monde, que notre espérance de vie augmente de 3 mois par an, que notre espérance de vie en bonne santé augmente de 4 mois par an, unique au monde, que nous avons la meilleure natalité occidentale, de la part des États-Unis, un peu plus autour de 2, un peu plus de 2 enfants par femme, c'est moins de 1 en Italie. Hein. Donc vous vous rendez compte de l'écart que nous avons, ce qui est un signe de potentiel de croissance. Nous avons les grands secteurs d'avenir, c'est les industries d'infrastructure, l'eau, les transports, l'énergie. Nous sommes leader mondial ou deuxième mondial dans les secteurs de l'eau, dans les secteurs de l'énergie et dans les secteurs des transports, grâce à l'État, parce que l'État crée des commandes publiques en matière d'eau, de transport et d'énergie, donc EDF, Areva, SNCF, les entreprises d'infrastructure, etc. Nous sommes hors. Le basculement vers les villes fait qu'on va y avoir une demande d'infrastructure, d'énergie et d'eau gigantesque. Nous sommes potentiellement formidables. Une industrie qui va être majeure, c'est le tourisme. Nous sommes numéro 1 mondial du tourisme, avec un potentiel de développement considérable. La qualité de la vie devrait faire en sorte que nous puissions, si nous gérons bien les choses, attirer les talents. Car tout va se jouer sur la capacité d'attirer les talents, pas les diplômes, hein, les talents, c'est pas la même chose. Pardonnez-moi, monsieur le directeur. Mais c'est pas la même chose. C'est les talents, c'est les gens qui ont envie. Évidemment, il faut avoir aussi envie d'avoir un diplôme, mais c'est pas seulement. Nous avons une qualité de la vie qui va nous permettre d'attirer les talents. Et je pense que nous sommes potentiellement extraordinairement bien placés pour être un grand vainqueur du siècle qui commence. Donc en fait, la salle avait raison, on va vivre mieux que nos parents. Vous êtes optimiste en fait. Nous ne sommes ni optimistes ni pessimistes. Je pense que ce n'est pas une question qu'il faut se poser. Être optimiste ou pessimiste, dans les deux cas, c'est une attitude de spectateur. Je suis optimiste ou pessimiste quand je regarde le match de foot joué par l'équipe que je soutiens. Je suis optimiste pour eux, je suis pessimiste pour eux. Nous ne sommes pas des spectateurs d'un match de foot, nous jouons le match. Et un joueur n'est ni optimiste ni pessimiste. Un joueur joue. Pour jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie les faiblesses de l'adversaire, il étudie les forces de l'adversaire, il regarde son talent, il essaye d'étudier le talent de ses partenaires, d'améliorer la compétence de ceux avec qui il joue. Donc il a intérêt à ce que les autres soient les meilleurs possibles de son équipe. Et tous ensemble, ils essayent de faire au mieux face au monde qui les entoure pour gagner. Donc c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. C'est d'ailleurs pour ça que je suis moi-même à la fois un observateur et un acteur. J'observe, pour moi le pire problème de la planète, c'est l'aggravation du fossé entre les riches et les pauvres. Et c'est pour ça que j'ai décidé de consacrer
depuis 15 ans maintenant, l'essentiel de mon temps à la lutte contre la pauvreté à l'échelle du monde, parce que je crois qu'on peut faire quelque chose, et que c'est fantastiquement gratifiant de le faire, et qu'on peut véritablement aider à transformer les choses. Donc je suis extrêmement inquiet, je vois beaucoup de risques, mais je pense que nous avons les moyens de les dépasser.